Bonjour à tous. Excusez-moi. Donc, on va commencer, puis les gens qui sont un petit peu en retard pourront s'ajouter à nous par la suite. Aujourd'hui, le titre de la conférence, c'est comment maintenir la prévention des accidents de travail dans le temps pour diminuer les coûts et préserver un milieu de travail stimulant. Notre conférencier est M. Fidel Ninjoulou, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et fondateur de Fidelis Conseil. Monsieur Ninjoulou est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke depuis 2012. Il enseigne la gestion de la santé et sécurité au travail à l'École de gestion, où il a terminé un doctorat en administration des affaires. Il offre également des consultations aux entreprises. Fondateur de Fidelis Conseil, il appuie les entreprises dans le maintien de la prévention des accidents du travail dans le temps afin de diminuer les coûts et de préserver un milieu de travail sécuritaire et stimulant. Il est formateur agréé en gestion de la santé et sécurité au travail par la Commission des partenaires du marché du travail. À ce titre, il forme et accompagne les dirigeants des entreprises et les comités de santé et sécurité. Avant de retourner aux études, Fidel Ninjoulou a été inspecteur. En plus de ses publications, Dr Ninjoulou prononce régulièrement des conférences sur la pérennisation de la prise en charge de la santé et sécurité au travail en France, au Québec, en Suisse et au Tchad. Il préside actuellement le comité d'organisation du 42e congrès de l'Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité du travail, qui est prévu du 11 au 13 mai 2022 à Sherbrooke. Donc, je cède la parole à M. Fidel Ninjoulou. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez pour échanger un peu sur comment maintenir la prévention des accidents de travail dans les temps afin de diminuer bien sûr les coûts et surtout d'offrir un milieu de travail sécuritaire et stimulant pour que les gens aient envie de rester. Donc effectivement, c'est un travail très intéressant, comme l'avait dit. On a hâte de vous écouter. J'ai entendu ça plusieurs fois. Mais avant de commencer, moi, je préfère retourner un peu la question aux participants pour demander quelles sont vos préoccupations, quelles sont les préoccupations que vous avez en prévention des accidents. J'aimerais écouter une deux personnes, sinon faire des commentaires dans les chats. Ça serait très apprécié pour moi savoir ce que vous avez en tête avant de venir à la conférence. OK, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Au fur et à mesure, je vais les lire, mais je vais continuer avec la présentation. Donc, ça fait intéressant de vous écouter au fur et à mesure. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a porté sur la pérennisation de la prise en charge de la santé et de la sécurité au travail par les entreprises. Donc, c'est juste la restitution des résultats qui ont été enrichis par des démarches pour pouvoir accompagner les entreprises. Donc, la présentation couvre 3 points. Donc, défis et enjeux de la prévention durable. Ensuite, on va voir la stratégie qui a été développée dans le cadre de cette étude, donc la stratégie de pérennisation. Et enfin, nous allons proposer un plan pour accompagner les entreprises. Donc, les entreprises peuvent s'en approprier ou bien solliciter des intervenants externes pour les accompagner. Donc, cette étude, au départ, c'était pour un doctorat. Donc, c'est commencé. Et comme dans le processus de doctorat que nous avons mené à l'Université de Sherbrooke, il est recommandé à tous les candidats d'aller sur le terrain. Donc, comme nous étions intéressés par la santé et la sécurité au travail, nous avons opté pour la CNSST. Donc, dans un premier temps, l'objectif était d'aller évaluer les politiques de santé et de sécurité au travail québécoises. Donc, depuis 1979, mais bien avant, il y a eu des travaux préparatoires qui ont abouti à la politique de santé et sécurité au travail québécoise. Donc, c'était la politique générale qui a été mise en place, qu'on appelait à l'époque le livre blanc. On s'est dit, plus de presque 40 ans après, qu'est-ce qui a été fait? Donc, on voulait aller voir ce qui s'est passé. Donc, nous avons eu accès à la CNSST.
Nous avons suivi des inspecteurs, 15 inspecteurs. Nous avons visité des lieux de travail, donc des différentes entreprises à Montréal essentiellement. Et nous avons assisté à des réunions de direction pour écouter au moins ce qui s'est passé dans les entreprises ou avoir les feedbacks. Donc, il a résulté 4 constats majeurs. Il y a une loi qui existe, la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui préconise la prise en charge de la santé et sécurité au travail. Autrement dit, il revient au milieu, donc aux entreprises, travailleurs employés, de prendre en charge la santé et la sécurité au travail. Nous avons également abordé le rôle de l'inspection. Donc, que font les inspecteurs dans les entreprises? Sont-ils des accompagnateurs? Sont-ils des gens qui aident? Ou il y a d'autres rôles qui jouent? On voulait vérifier cela. Donc, il en résultait qu'il y avait un manque d'outils d'évaluation. Donc, comment, si je rentre dans une entreprise en tant qu'inspecteur, comment je vais évaluer la prise en charge? Qu'est-ce qui va me permettre de savoir ce qui se passe dans cette entreprise? C'était un constat. L'élément majeur qui revenait, que ce soit des entreprises ou de l'équipe de direction ou des inspecteurs, c'était le soutien à la prise en charge qui faisait encore défaut et ils estimaient qu'il y avait encore un défi à relever à ce niveau. Donc, je voudrais juste, avant d'aller plus loin, qu'on s'entende sur le concept de prise en charge. Là, je reviens, comme je parle de la CNSST, je reviens sur leur définition. Donc, prise en charge de la santé et de la sécurité au travail. Pour la CNSST, ça signifie identifier, corriger, contrôler les risques et favoriser la participation des travailleurs. Donc, ça veut dire qu'il revient aux employés et avec leurs dirigeants de s'occuper de cet aspect. Deuxièmement, il y a un deuxième concept qui est très pertinent. Donc, pour nous, à l'issue de cette résidence, l'idée n'était pas seulement de dire, bon, on va mettre en place des mécanismes, mais comment faire pour que ces mécanismes, ces plans puissent durer dans le temps. Donc, nous avons mobilisé un concept qui est celui du processus de la pérennisation, c'est-à-dire c'est un processus qui permet de maintenir, de continuer les activités dans le temps avec des effets relatifs au programme. Donc, dans les cas d'espèce, ça va être le plan de pérennisation que nous avons proposé tout à l'heure. Premier aspect, comme vous l'avez vu dans les résumés de la conférence, pourquoi pérenniser? Donc, pour nous, nous avons compris qu'il y avait encore des défis et surtout des enjeux. Donc, tout le monde le sait, il y a encore des enjeux. Les enjeux sont connus, les enjeux de la prévention durable sont connus, mais il y a un problème un peu de fond, c'est que la prévention reste un concept un peu flou pour beaucoup d'entreprises, pour certains milieux. Comment nous allons prendre en charge la santé et la sécurité au travail? Est-ce que c'est défini? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Donc, ça paraissait une occasion à plusieurs inconnus, avec plusieurs éléments qui ressortaient dans leur intervention. Premièrement, comme je l'avais mentionné tantôt, il y a la question de la prise en charge qui reste encore faible. Donc, en 2020 encore, dans les rapports annuels de gestion de la CNSST, il ressort clairement que seulement 32% des employés au Québec, je dis 32%, exactement 32,2% des employés au Québec, parviennent à identifier et à corriger les risques. Ça, c'est le rapport annuel de gestion de 2020 de la CNSST que je mentionne. Alors, que font les 70 autres pourcents? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les amener dans l'action, pour les amener à agir? Deuxièmement, il y a un élément qui est intéressant et qui ressort, c'est qu'on dit que la prévention n'est pas rentable. Parce qu'on a écouté la CNSST, mais quand on est revenu vers les entreprises dans la deuxième phase de l'étude, on dit, ben oui, on veut bien faire la prévention, on veut bien s'intéresser à la prévention, mais nous constatons que ce n'est pas rentable. Et l'autre élément qui ressort, il y en a qui disent, oui, on veut bien prévenir nos accidents, donc les entreprises, les dirigeants, les employés, mais il est difficile. Comment équilibrer la production et la santé et la sécurité au travail? Ça, c'est un défi majeur dans les entreprises. On veut bien le faire, mais il nous manque des outils. Comment on peut maintenir ces actions étant et concentrer les résultats ensemble? Alors, pour la prévention, est-ce que c'est rentable ou pas? Donc, l'étude a démontré que non, la prévention est rentable. Donc, je réponds au fur et à mesure à les questions que je soulève. Premièrement, nous avons interrogé 15 dirigeants, 31 inspecteurs, comme j'avais mentionné tantôt, mais dans certaines entreprises, nous avons réalisé des entrevues. Donc là, j'ai pris le cas ici pour vous montrer un peu l'idée de l'importance de la prévention. Donc là, c'est un dirigeant qui s'exprime d'abord. Il dit, ben, nous avons reçu une ristourne de 600 000 $ de la CNSST. Donc, c'est un retour parce que nous avons investi dans la prévention. Nous avons reçu l'année passée 600 000 $. Et ensuite,
300 000 $. OK? Ça, c'était dû à l'implantation des mesures préventives dans cette entreprise. C'est une entreprise qui s'est démarquée. Malheureusement, j'ai pris l'engagement de taire les noms. Je ne vais pas le mentionner ici. Et pour vérifier si cette information est correcte, je vais vers les employés, donc les représentants. Il y avait des représentants syndicaux qui ont passé par l'étude. Il y avait des représentants à la prévention, des délégués, donc des employés au sein des comités. Et l'un disait, ben, effectivement, chez nous, quand le dirigeant goûtait, c'est ça le terme que j'ai resitué, à la réduction de la cote de la CNSST au niveau des accidents de travail, à partir de là, la donne a changé. C'est devenu plus facile. Les gens ont commencé par s'intéresser à la prise en charge et les portes se sont ouvertes. Donc, ça, c'est une entreprise qui, jusqu'à aujourd'hui, parvient à maintenir la prévention dans les temps, qui a démontré et qui a obtenu de bons résultats. Donc, c'est une façon de dire que oui, la prévention est effectivement rentable, mais ce qui reste à faire, c'est de comment montrer aux gens comment faire pour qu'on puisse mettre en place un mécanisme ou un système qui puisse durer. Ça, c'est le défi majeur qui ressort. Donc, d'une manière générale, quand on met en place un système de prévention durable, qu'est-ce qu'on obtient? Premier résultat majeur qui ressort, c'est l'appropriation de la prise en charge. C'est que la prise en charge de la santé, c'est tout travail, n'est plus dictée de l'extérieur. Ce n'est pas la présence d'un inspecteur qui vient pour nous dire quoi faire, mais les employés, les dirigeants, donc les gens au sein de l'entreprise parviennent eux-mêmes à s'en approprier. Concrètement, de notre étude, il ressort clairement que les dirigeants de ces entreprises-là sont plus sensibilisés, sont plus préoccupés. C'est des gens qui ont à cœur la prévention, c'est des gens qui ont un passé avec la santé sur le travail et ils veulent effectivement protéger leur monde. Ça, c'est le discours qui ressort de leur démarche. Deuxième bénéfice majeur qu'on a constaté dans les entreprises, c'est qu'il y a une participation des employés aux activités, d'une manière générale, mais aux activités de santé, c'est que travail de façon spécifique. Ça, c'est une situation aussi qu'on a remarquée et qui est très pertinente. Les employés ne disent pas, ce n'est pas mon affaire, mais c'est l'affaire de l'entreprise. Ils sont engagés. Il y a des entreprises qui nous ont présenté des statistiques très intéressantes. Au début, vers 2004, avant 2004, c'était avec le code criminel qui a ramené la question de la responsabilité des dirigeants, donc la fameuse idée de diligence raisonnable. Bien avant, les taux d'accident étaient importants, mais à partir de 2004, les gens ont mis en place des mesures préventives, des actions qui ont amélioré. Donc, on a vu les statistiques d'accidents qui étaient importants ont commencé par baisser sur une période de 10 ans. Okay? Mais là, c'était le départ. Et quand ils ont vu que les accidents baissaient, ils ont dit, ben, comment on peut faire pour que nos actions puissent continuer? Donc, ils ont développé ces actions qu'ils ont mis en place. Je revenais un peu plus de loin pour diminuer les risques sur les lieux de travail. Donc, ils étaient focalisés sur des cas spécifiques, des cas majeurs. Au fur et à mesure, ils ont observé des diminutions de ça. Et conséquence, comme j'avais mentionné tantôt, vous avez moins d'accidents, vous payez moins de primes et vous obtenez des ristournes après visite effectivement de l'actuaire. Et une des choses qui a été très intéressante dans ces groupes d'entreprises, c'est qu'on a constaté que l'acteur majeur, c'est le comité santé sécurité travail. Oui, ils sont élus pour un mandat de 2 ans. Ils savent quoi faire, on leur dit quoi faire, mais ils sont aussi formés, ils sont prêts à, comme dit, je reprends les termes, à adresser les défis qu'ils rencontrent. Donc, il y a une formation à la base, ensuite ils définissent un plan et ils mettent en action le plan et ils le suivent de façon plus efficace. Et c'est des comités qui se caractérisent, je vais vous dire un peu plus loin, par une forte collaboration entre les dirigeants et les employés. Donc, ça, c'est des bénéfices qui sont directement liés à l'idée de maintien de la santé, enfin de la prévention des risques dans les temps. On voulait confronter cela avec la littérature d'une manière générale. Est-ce que c'était des choses réelles qui existent, qui ont été abordées bien avant? Oui. Il y a des bénéfices qui ont été soulignés pour les entreprises d'une manière durable, d'une manière après la mise en place des mesures préventives durables. Donc, on catégorise 3 domaines. Donc, il y a l'aspect financier sur le plan organisationnel et puis par la production. Je ne vais pas trop m'étaler là, mais je vous laisse découvrir vous-même pour voir cet aspect donc, des bénéfices. Donc, sur le plan financier, par exemple, on parle de la diminution de l'absentéisme. Donc, si les employés sont présents, ils travaillent, il y a un résultat. Mais si les employés sont constamment absents à
cause des accidents ou des incidents, ça va avoir un impact sur la rentabilité, sur les résultats de l'entreprise en bout de ligne. Sur le plan organisationnel, on a noté une amélioration du climat de travail dans les entreprises qui parviennent à mettre en place un système de prévention durable et on a constaté ce résultat. Il y a une collaboration aussi, comme j'avais mentionné tantôt, entre les travailleurs et curieusement, dans certaines entreprises, comme témoignait un conseiller en santé et sécurité au travail, qui était dans une autre entreprise, mais qui a demandé, en fait, qui a quitté pour rejoindre une nouvelle entreprise. Et là, il arrive dans cette entreprise, il se rend compte que les syndicats de cette entreprise travaillent main à main main dans les mains avec la direction. Ce qui le surprenait parce que par le passé, dans d'autres entreprises, il n'y a pas d'entente, il y a un peu de méfiance. Mais là, il arrive, il trouve que les syndicats et la direction collaborent et donc les gestionnaires ressources humaines, les gestionnaires santé, sécurité du travail, consultent ou discutent régulièrement avec les représentants syndicaux pour les impliquer dans le processus. Donc, conséquence, il y a un bon climat de travail dans l'entreprise, il y a une collaboration entre les acteurs. Par conséquent, les employés et puis les autres sont satisfaits et ils sont plus motivés. Et cela a un impact sur la production de l'entreprise, bien sûr. Alors, pour obtenir ces résultats, donc tout ce que je vous ai mentionné, premier élément que je viens vous le dire, c'est que la conformité ne suffit pas. La conformité, c'est le fait de dire que nous, on va se plier uniquement au respect des règles parce qu'on demande de respecter la loi, on met en place un comité, d'accord, mais vous avez en place un comité, qu'est-ce que vous faites après? On vous dit de mettre un programme de prévention, oui, vous le mettez en place, mais ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on a constaté, c'est qu'on peut recopier un programme de prévention d'une entreprise à une autre, les répliquer et finalement, qu'est-ce qu'on découvre? Au moins, l'application, ça n'a pas d'effet parce qu'on n'a pas adressé les risques sérieux de l'entreprise. On n'a pas pris en compte les préoccupations majeures de l'entreprise pour élaborer un programme de prévention unique ou reflétant la réalité de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est un système qui puisse durer, qui appelle la culture, qui appelle le management, c'est-à-dire l'engagement des dirigeants, et à plus haut niveau, une action plus intégrative d'une manière générale. Donc, ce n'est pas juste l'affaire de dire on va se conformer aux lois, ça suffit. C'est de développer cette culture-là pour dire qu'on va s'approprier la santé et sécurité au travail. Par le passé, les entreprises qui ont dit bien, on va juste se concentrer de conformer aux règles de droit, aux règles de santé et sécurité au travail, on a eu des résultats un peu catastrophiques dans le monde, et que ce soit ici à Sherbrooke. Si vous voyez, c'est l'image de gauche. Donc, c'était l'explosion des ASF en France, à Toulouse. Après l'explosion, les directeurs de l'usine disent clairement, eh bien, pourtant on était conforme, on était certifié avec toutes les normes qui existaient. Malheureusement, on a connu un accident. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est une façon de dire que oui, nous avons été conformes, mais il y a quelque chose qui nous manque quelque part. Si on revient ici à Sherbrooke, je pense que vous peut-être retrouvez l'image, vous vous en souvenez, on a vécu un événement, parce que ça fait 10 ans, je voulais le rappeler, ici, avec l'explosion de Pure ici à Sherbrooke. Donc, c'était une situation qui était arrivée. Et moi, je me souviens bien de ce jour, j'étais en train de travailler effectivement sur un projet de recherche, et puis j'entends l'explosion quelque part. Et après, on me renseigne, dit oui, c'est une usine. Et quelques jours après l'enquête de la CNSST et puis l'enquête de la police de Sherbrooke, il y a deux éléments qui ressortent clairement. Pour la police, si vous voyez en bas à droite, l'entreprise s'est écartée de la norme des diligences qu'il aurait été raisonnable d'adopter. Donc, vous voyez, on a mis en place le mécanisme, mais il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Deuxièmement, à gauche, c'est la conclusion de la CNSST, toujours par rapport à l'explosion de 2012. On dit qu'on a constaté des déficiences dans la gestion de la santé et de la sécurité. Et cela a généré des situations dangereuses. Ouais. Je vous rappelle, pour la triste histoire, qu'on a perdu 4 personnes décédées, 3, pardon, et puis 34 encore qui étaient blessés à l'époque. Et on a cherché à savoir pourquoi il y a eu assez de blessés, c'est que les gens avaient manqué d'informations sur le plan d'évacuation. Dès qu'il y a l'explosion, c'était le désordre total dans l'entreprise, les gens couraient de tous les sens. Alors que s'il y avait une formation qui destinait l'entreprise ou les employés à
s'approprier la prise en charge, c'est-à-dire à développer une culture, à s'approprier les mécanismes qui ont été mis en place, et c'était ancré dans les habitudes, dans les comportements. Les gens allaient adopter une attitude plus sereine, plus responsable, et puis quitter de manière tranquille. Or, malheureusement, dans le bousculade, on a augmenté, on a eu à rester plusieurs cas. Donc, ça, je vous les rappelle pour mentionner tout simplement qu'il existe des défis et que les enjeux sont là. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd quand on fait de la prévention? En fait, qu'est-ce qu'on gagne quand on fait de la prévention durable et qu'est-ce qu'on perd quand on ne le fait pas? Maintenant, je vais juste m'arrêter, faire une petite pause pour retourner sur l'étude que je vous ai mentionnée tantôt. Donc, il y avait mentionné que c'était une étude qui a deux phases. Premièrement, on a adressé un questionnaire à 120 entreprises, mais en réalité, il y avait 336 entreprises, hein, Sherbrooke, Québec, et puis Québec, capitale nationale, et puis Montréal. Donc, c'était le gros bassin parce qu'il y avait 21 directions régionales. On ne pouvait pas parcourir tout le Québec. Donc, on s'est contenté des 336 qu'on a appelés. Et ensuite, on a obtenu 120 entreprises qui nous ont partagé leur mail, donc leur courriel, et on a envoyé le questionnaire et qui nous ont répondu. Alors, ces entreprises sont tous installées au Québec, sont créées entre 1940 et 1980. Donc, c'était des entreprises qui étaient quand même ancrées dans les milieux, qui ont duré et qui ont certaines cultures. Et puis, les employés, comme nous avons mélangé les grandes entreprises, les PME, donc on s'est retrouvé avec de 75 à 70 000 employés. Donc, la plus petite avait 75 employés et plus grande, 70 000 employés. Donc, cette phase, quand on a analysé, on est retrouvé avec des éléments qui se démarquaient. Donc, il y avait des entreprises qui étaient plus avancées dans la prévention durable. Et on dit, ben, puisque ces entreprises qui se font démarquer, on va aller en profondeur pour voir qu'est-ce qui les caractérise. Donc, ce qui nous a conduit à la phase 2, où on a réalisé une étude des cas multiples. Alors, comment on a procédé? Comme j'avais dit, mentionné tantôt, j'ai rapporté le propos des dirigeants et les propos des employés. Nous avons voulu écouter la partie patronale. Donc, c'était parfois des présidents, des vice-présidents, des directeurs d'usine, des directeurs de production, donc des gestionnaires ressources humaines, des gestionnaires santé sécurité travail, des conseillers en santé sécurité travail. Là, ceux-là représentaient la partie patronale. Et du côté des employés, parce que je voulais avoir l'autre revers de la médaille, comme on a dit à l'introduction, pendant ma présentation, j'étais inspecteur. Donc, quand on rencontre la direction, on a un beau discours, la santé sur le travail, mais ensuite, quand il faut descendre sur le plancher, on a un autre discours. Donc, compte tenu de cette réalité, j'avais dit pour cette étude-là, on ne va pas juste se contenter des propos de la direction, mais moi, je vais descendre sur le plancher pour aller écouter les gens qui sont devant de la scène, donc, qui font face aux risques quotidiennement. Donc, c'était les employés. Alors, comment on a distingué ça? On a vu, bon, ils sont membres du comité, donc il y a des délégués, des employés, il y a des représentants syndicaux, comme j'avais mentionné tantôt, qui ont participé à l'étude. Il y a des conseillers, des représentants en prévention. Maintenant, avec la nouvelle loi, on parle des représentants en santé et sécurité au travail. Et quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas prévu, mais qui ressortait des données, c'est que quand on était dans les usines, dans les entreprises de manière générale, il y avait des employés qui n'avaient pas de responsabilités, mais qui, par leurs faits et gestes quotidiens, se sont démarqués en santé et sécurité au travail dans l'application des mesures préventives. Donc, il y avait des entreprises qui élisaient des meilleurs employés en santé et sécurité au travail. Bon, on dit ce sont des gens qui s'intéressent. On va aussi les écouter. Donc, on a réalisé des entrevues avec tous ces gens et ça nous a donné une pile de formation. Et comme je suis toujours en train d'aller plus loin, dirigeants à écouter, représentants des employeurs à écouter, mais est-ce que tout ce qu'ils nous ont dit, comment on peut savoir que ça existe? Donc, on allait vérifier, étudier plutôt, recueillir des données documentaires, c'est-à-dire s'ils les disent, s'ils le font, c'est qu'il doit y avoir des traces quelque part dans l'organisation. Donc, on allait demander des rapports d'audit. Il y a beaucoup qui sont membres des mutuelles, qui produisent des rapports régulièrement. Il y en a qui ont des rapports de responsabilité sociale, où ils ont des sections sur la santé et sécurité au travail. Nous avons aussi recueilli les procès-verbaux des 3 dernières années, donc des différents comités santé et sécurité au travail. Et bien évidemment, on a pris en compte les politiques de santé et sécurité au travail des entreprises pour dire effectivement, est-ce que ça répond à ce qui a été dit, qu'est-ce qui est mentionné là, qu'est-ce qui ressort. Donc, on a fait cette collecte des données et qui nous a permis d'opérer ce qu'on appelle la triangulation. Donc, on a écouté le point de vue dirigeant,
le point de vue des employés et ensuite vérifier avec la documentation pour avoir à la fois des sources écrites et puis des sources orales. Donc, voilà comment on est arrivé. Après cette analyse, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails méthodologiques et académiques parce que l'objectif, c'est de présenter plus les résultats. Donc, cette démarche nous a permis de proposer une stratégie de pérennisation. Donc, comme j'avais mentionné tantôt, comment maintenir la prévention dans le temps pour que les gens puissent s'en approprier et se rendre compte effectivement que la prévention est rentable, que la prévention est possible et qu'on peut le faire. Donc, comme c'est une stratégie, ici dans l'étude, il ressort plusieurs éléments et il y a 5 conditions qui se dégagent du lot. Et pour que ça marche, il faut le combiner. Donc, ça fait une combinaison de 5 conditions. La première, qui est la plus importante et de loin, c'est l'engagement des dirigeants. Là, c'est connu, tout le monde le dit dans l'entreprise, mais le défi, c'est comment manifester cet engagement. Je reviendrai un peu plus loin. Deuxième condition, c'est la participation de l'employé, parce que ce sont les employés qui sont les acteurs, qui doivent participer, qui sont devant la scène. Comment on fait pour les impliquer? Est-ce qu'ils participent effectivement à la prévention ou à la mise en place des mesures préventives, ou tout simplement, comme dit le contexte au Québec, à la prise en charge de la santé et sur le travail? Troisième condition, non des moindres, c'est le dialogue social. Donc ça, je reviendrai dessus un peu plus tard avec des mesures incitatives qui viennent à la fois de l'extérieur de l'entreprise et de l'intérieur de l'entreprise. Et finalement, cinquième condition, ce sont les interventions externes. Donc, on va parcourir dans les minutes qui suivent les 5 conditions de façon brève parce que je ne vais pas rentrer tout le détail, c'est très développé. Donc, première condition, la littérature où les gens à l'entreprise disent, ben, même dans le commun, de montrer le quotidien dans les entreprises, dans chaque jour, on dit, ben, ça prend l'engagement des dirigeants. Et notre recherche dit que non, et oui, vous êtes engagé, mais ce qui est plus important, c'est de démontrer comment, en tant que dirigeant, vous êtes engagé en santé et sécurité au travail. Donc, ça, c'est l'élément qui est le plus important et qui ressort. Oui, vous êtes engagé, mais démontrer pour que ce soit visible, pour que les gens sachent ou qui vous croient et que ce que vous faites est cohérent avec votre discours, c'est que vous faites est cohérent avec ce que vous avez énoncé. Donc, pour démontrer l'engagement, il y a 3 dimensions. Que moi, j'ai résumé les 3 en termes de vices. J'ai mis vice ici, c'est tout simplement ça le sens. Le V pour vision, le I pour intégration et le S pour suivi. Donc, si on veut que nos meubles tiennent bien, ben, il faut bien visser. Donc, pour que la prise en charge dure dans l'entreprise, il faut que ça commence par la tête, par les dirigeants qui s'investissent sérieusement dans l'organisation. Donc, concrètement, je vais juste prendre une des dimensions pour le détailler. Par exemple, la vision. Oui, vous avez défini votre vision en santé sur le travail. Deuxièmement, vous devez partager avec l'ensemble des employés et l'élément qui fait la différence dans les entreprises qui parviennent à maintenir la prise en charge, la santé et sécurité du travail dans le temps, c'est l'implication de la ligne hiérarchique. Donc, il responsabilise les gestionnaires du premier niveau jusqu'au vice-président. Chacun rend compte de ses activités en matière de santé et sécurité du travail. Et ça, c'est quelque chose de particulier à ces entreprises qui sont démarquées. Ouais, donc, ils ne disent pas qu'on a une vision, nous avons affiché au mur. Non, ils le vivent et ils le montrent au quotidien. Et ensuite, les employés doivent démontrer également dans leurs actions que leur activité rentre dans le cadre de la vision. Donc là, on a une vice-présidente d'une entreprise, d'une grande entreprise québécoise de 4000 employés qui, lors de l'entrevue, disait « J'ai instauré une vision sur 5 ans qui inclut toutes les parties prenantes. » Donc, tout le monde de l'entreprise est concerné. Évidemment, dans les actions quotidiennes, c'est de toujours s'assurer l'appropriation. Oui, ça, c'est elle qui le dit, ce n'est pas les termes qui viennent de nous. Elle le dit. Dès le départ, on a fait casser cette culture que c'est juste les patrons qui font la santé sur le travail. Parce qu'elle était vice-présidente capital humain, donc elle est entrée, elle constate que les gens ne s'intéressent pas à la SST. Alors, elle dit qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il y ait une vision, qu'on sache exactement où on s'en va, quelle est notre destination. Et ça, c'est l'élément capital et qui a été, on peut dire, le déclencheur de toute la situation.
Maintenant, du moment où vous avez défini votre vision, vous devez l'intégrer. Donc, comment intégrer la santé sur le travail dans le fonctionnement de l'entreprise? Il y a plusieurs actions aussi possibles. C'est de développer les compétences, par exemple, je disais tantôt, des gestionnaires des différents niveaux, de les impliquer dans les activités de santé sur le travail, de les amener à rendre compte de ces activités. Et troisièmement, les suivis. Qu'est-ce qu'on doit suivre? C'est de suivre l'application de ces mesures préventives-là. Comment on procède dans les entreprises où ça marche bien? C'est que la santé et sécurité au travail, c'est les premiers points inscrits à l'ordre du jour de toutes les réunions, que ce soit au niveau stratégique ou bien au niveau opérationnel de l'entreprise. Okay? Donc, s'ils font la revue de direction, les premiers points, c'est santé et sécurité au travail. Les employés au niveau des planchers, quand ils commencent leur cas de travail, ils doivent aborder santé et sécurité au travail. Lorsque les gestionnaires font des réunions hebdomadaires ou mensuelles, premier point, santé et sécurité au travail. Donc, le fait de les répéter et de faire le suivi régulièrement, et ce n'est pas de suivi juste de façon orale, c'est des documents écrits, c'est des mémos partagés et ils ont des outils et tout le monde a accès. Donc, ça, c'est un travail qui a fait toute la différence. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour que ça marche, ça prend les vis. Donc, pour démontrer votre engagement, c'est d'avoir une vision, d'intégrer cette vision dans vos pratiques et de faire les suivis. Ça clôt les premiers points concernant l'engagement des dirigeants en santé et sécurité au travail. La deuxième condition majeure, c'est la participation des employés. Mais dans notre cas, on dit participer, oui, mais qui doit les faire participer? Donc, c'est la direction qui doit insuffler, qui doit donner envie aux employés de s'impliquer. Donc, c'est de les faire participer les employés. Parce que dans les entreprises où ça n'a pas marché, l'élément qui revient souvent, quand deux employés se rencontrent, discutent, il y a un qui va dire, écoute, fais attention, il y a un risque. La réponse, tu n'es pas mon boss, pourquoi tu me parles de ça? Vous voyez? Donc, dans les entreprises où ça a marché, là où on a constaté qu'il y a une prise en charge effective, c'est que les dirigeants ont d'abord cherché dans un premier temps à obtenir l'adhésion des employés. Donc, ils ont mis en place des activités et ce n'est pas n'importe quelle activité parce qu'au lieu de venir avec des décisions, comme on dit d'en haut, ils sont allés vers les employés. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail? Donc, en allant faire parfois des sondages, il y en a qui descendent tout simplement pour aller écouter les employés à l'usine. Ils les visitent, ils les écoutent et finalement, avec le temps, les employés ont fini par adhérer. Maintenant, comment maintenir cette adhésion encore chaude, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de continuer à mobiliser les employés dans différentes activités. Là, c'est la phase 2, okay? La dimension 2, la mobilisation des employés. Et pourquoi cela puisse durer, que cette mobilisation puisse durer, c'est d'amener les employés eux-mêmes à prendre l'initiative, d'où l'idée de la responsabilisation des employés, c'est-à-dire qu'ils parviennent eux-mêmes à identifier les risques, ensuite à les corriger et à vérifier la mise en place des mesures collectives. Ça, c'est le troisième aspect. Donc, pour arriver à cela, ça prend 3 niveaux. 1, d'obtenir l'adhésion. 2, de les mobiliser. 3, de les responsabiliser. Et une fois cela fait, dans l'entreprise, on se rend compte que finalement, la santé et la sécurité au travail, c'est l'affaire de tous. Comme quelqu'un les témoignait tantôt, et je partage avec vous un extrait ici. Donc, on a 3 visions. La vision du dirigeant, le point de vue de l'employé, et puis qu'est-ce qu'il y a écrit dans leurs documents. Comme j'avais mentionné tantôt, je vais présenter les 3 sources. Donc, que dit le dirigeant concernant la participation des employés dans son entreprise? Ça, c'est une autre entreprise également. Il dit l'employé est à l'aise de demander d'enlever la montre avant l'entrée de la l'usine. Donc, qu'est-ce que ça signifie dans cette entreprise? Ils ont dit, écoutez, quand vous rentrez dans l'usine, vous devez enlever tout ce qui est bijoux, tout ce qui est bracelet, tout ce qui est bague, vous devez l'enlever. Pourquoi? Parce que comme c'est des gens qui travaillent avec des choses pour accrocher, ils se font souvent accrocher et ils sont souvent blessés. Donc, il y a beaucoup de blessures. Ils ont mis en place une mesure pour dire attention, pour que cette mesure s'applique, que tout le monde doit comprendre et doit l'appliquer. Donc, si vous accueillez quelqu'un, vous avez un visiteur, il doit suivre les règles. Si vous, en tant que dirigeant, vous faites venir le haut dirigeant, il doit suivre. Donc, c'était une des mesures prises dans l'entreprise. Et finalement, à force de multiplier les actions, cela s'est installé dans les habitudes, dans le comportement jusqu'au plancher. Par exemple, le dirigeant, je me souviens bien, c'est un directeur
reproduction qui dit, une fois, j'étais sur le plancher et j'ai enlevé mes lunettes pour travailler. Et j'ai été appelé, après quelques pas, un employé m'a demandé. Oui. Donc, du moment où les dirigeants donnent la latitude à l'employé de s'impliquer dans la gestion de la santé et sécurité au travail, il va se sentir à l'aise. Il peut aussi rappeler une façon de dire qu'il n'a pas peur, qu'il partage clairement son point de vue pour que la personne, son chef puisse comprendre. Donc, il ne suffit pas de donner des ordres, mais de les appliquer. Donc, le devoir d'exemplarité a été l'élément déterminant dans ces cas. Maintenant, qu'elles disent les employés? Ils disent la même chose. Quand on voit quelqu'un qui travaille dangereusement, on va lui dire de faire attention. Okay? Donc, les gens ne se gênent plus. Alors qu'avant, ce n'était pas facile dans cette entreprise-là. Les gens ne s'entraidaient pas. Chacun vient, il fait son boulot, il prend son lunch à midi, il va manger, il réveille sa famille. Il ne s'intéresse même pas à la vie des autres. Mais avec le temps, ils sont organisés. Donc, il y a un changement de culture. Et finalement, ce qui est dit dans leur document, tous les employés ont le pouvoir d'arrêter tout comportement dangereux. Donc, que ce soit la direction, que ce soit de la part des employés, tout le monde participe. Donc, cette démarche collective a participé à la prise en charge durable de la santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Ça, c'était les deux conditions majeures, les plus essentielles. Et les trois autres qui vont venir, c'est des éléments qui viennent appuyer cette démarche. Donc, troisième, comme j'avais mentionné, c'est le dialogue qui doit être permanent dans l'entreprise. Comment cela s'est fait? Premièrement, ils ont misé sur le comité. Donc, ils ont redynamisé le comité parce que dans certaines entreprises, il y avait des comités qui, une fois élus, 3 mois après, ils savent quoi faire. Ils n'ont plus de contenu, quelle activité doit mettre en place, comment procéder à la prévention. Il manquait beaucoup de connaissances. Donc, ils ont dit, ben, on va redynamiser, donner forme, plus de vie, plus de vitalité au comité santé et sécurité au travail. Et cela a été un élément plus important. Et finalement, le comité est devenu le mécanisme incontournable de la prévention d'entreprise. Et ils ne sont pas arrêtés à ce niveau, c'est que la direction a décidé, ou les dirigeants du management ont décidé de communiquer directement avec les employés. Donc, il y a des informations qui viennent régulièrement et les employés et les dirigeants sont au même niveau d'information dans l'entreprise. Donc, ils ont accès aux mêmes données, ils ont accès aux mêmes résultats et ce qui facilite l'échange, les communications entre eux. Et c'est une communication, je dis, directe. Il n'y a pas d'intermédiaire. Okay? Il y a le comité, mais en plus du comité, ils rencontrent directement les employés. Et chaque employé est au courant des objectifs de santé et sécurité au travail de l'entreprise. Et ça, c'est des choses, le fait de partager cette information, tout le monde se sent impliqué, chacun apporte son idée. Il y a des entreprises qui ont même des tableaux où ils viennent mettre les idées, des tableaux à l'entrée. Donc, tout le monde a l'information, tout le monde partage même information. S'il y a un incident qui est arrivé, tout le monde est au courant. Qu'est-ce qui a été fait, dans quel département, qui a été concerné, quel type de personne, qu'est-ce qui a été à l'origine. Toutes ces informations sont partagées et les gens font attention, ils prennent conscience et puis ils évitent les prochaines situations dangereuses. Comment sont-ils arrivés à mobiliser tous ces employés? C'est qu'il y a un comité santé et sécurité au travail, comme la loi le recommande dans certaines entreprises, mais comme la loi ne limite pas la création de sous-comités, ces entreprises ont multiplié des sous-comités. Okay? Donc, ça, c'est au lieu de dire nous avons un comité central, je ne sais pas, 11 employés, un comité. Pour 2500, une entreprise de 2500, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des sous-comités. Ça peut être thématique, c'est-à-dire en fonction des thèmes majeurs de situations rencontrées par l'entreprise. Donc, il peut y avoir des sous-comités autant qu'ils les aiment. Ça peut être sous-comité audit inspection, sous-comité ergonomie pour adresser les différentes situations rencontrées l'entreprise. Et il y a également des deuxième type de sous-comités, c'est par département. Par exemple, il y en a plus de 2500 employés à Sherbrooke qui a 14 sous-comités de santé et sécurité au travail. Donc, en fonction du département, au département opération, ils ont les comités santé, sous-comités santé et sécurité au travail qui s'occupent des situations spécifiques au département, par exemple des opérations. Donc, ils rapportent les situations, ils les corrigent eux-mêmes et quand ils sont débordés, ils font recours au comité central. Donc, cette synergie a créé un dialogue et une communication et finalement, on s'est rendu compte que les comités, les employés étaient très dynamiques et participaient facilement à la mise en place ou à la correction des mesures mises en place pour faciliter la prévention. Et de cette façon, ils sont arrivés à préserver des activités. Donc, le dialogue, c'est l'élément
capitale qui constitue la troisième condition. Quatrième, bon, j'ai mentionné l'exemple, mais effectivement, ici, nous avons un comité, une entreprise, pardon, qui, par mois, se rend compte qu'avec ces multitudes de comités, ils ont 13 réunions juste pour parler santé, sécurité de travail. OK? Et conclusion, il dit c'est vraiment le premier bon coup qui a été fait où on a ramené la santé et sécurité au travail au niveau où les décisions doivent être prises, puis où les enjeux sont générés aussi. Donc, les discussions, ce n'est pas juste le comité, ce n'est pas juste la direction, mais les employés, chaque jour, au niveau des situations, racontent des situations et ils apportent leurs contributions par des idées, par des suggestions, par la mise en place des mesures préventives. Quatrième condition, j'avais mentionné tantôt qu'il s'agit des mesures préventives, des mesures, pardon, incitatives. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il est capital qu'à un moment, qu'on s'arrête, bien, on a fait de bons coups, il faut reconnaître ces actions, il faut reconnaître les efforts déployés, que ce soit par les employés, par les gestionnaires, pourquoi pas par les hauts dirigeants ou par les dirigeants tout court de l'entreprise. Donc, le fait de s'arrêter et se donner, comme disait un président, une tape dans le dos, comme il le fait chaque vendredi. S'il est dans la ville, chaque vendredi, après-midi, il fait le tour de l'usine où il rencontre directement les employés, il les félicite directement. OK? Oui, j'ai entendu, tu as fait beaucoup, je suis descendu pour te féliciter. OK? Parce que son bureau au 8e étage et l'usine est dans le sous-sol. Donc, il dit, je descends souvent pour aller rencontrer les employés et ils sont surpris que les présidents de l'entreprise viennent les rencontrer au niveau plancher pour s'acquérir leur situation. Donc, le fait de les remercier, de les féliciter pour le bon coup, ça les motive et ça les aide à progresser dans leur démarche. Il y a des entreprises aussi qui octroient des congés régulièrement à des employés qui se font démarquer dans la mise en place des mesures préventives, qui ont réalisé de bons coups, qui ont affiché une bonne attitude ou qui ont été un bon leader sur un aspect bien déterminé. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont dire, ben, c'est toi qui bénéficie d'un congé SST, c'est-à-dire on permet à l'employé de prendre un jour de son choix, il fait une activité de son choix, donc, ils bénéficient, c'est le bon coup. Et tout ça, j'appelle des mesures de reconnaissance. Donc, c'est ce que je souhaite et je suggère aux entreprises d'adopter, donc de privilégier la reconnaissance plutôt qu'au détriment des récompenses. Les récompenses, c'est ce qu'on observe de plus en plus. Malheureusement, ça a des effets négatifs. C'est le fait de dire, ben, si vous travaillez, vous arrivez à 300 jours sans accident ou 150 jours sans incident, voici ce que vous pouvez gagner. Ça, si les avantages présentés sont de moindre valeur, c'est intéressant, ça se fait bien. Mais malheureusement, lorsque ça devient important, les enjeux qu'on vous proposez aux employés, bien, si vous faites moins d'accidents sur cette période de 100 jours, bien, je vous envoie aux États-Unis. Il y en a qui le font. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand on dit 100 jours et qu'un accident arrive au 97e jour, 95e jour? On intimide l'employé victime qui ne déclare pas l'accident. Okay? On lui dit, ben, écoute, tu es blessé, tu vas tranquillement. Ça, ce n'est pas de bons signes et ça encourage la sous-déclaration d'accident parce que les gens veulent garder leur cadeau proposé, alors ils étouffent. Et ça, c'est des témoignages qui ont été rapportés dans les entreprises et qui démontrent effectivement que récompenser des employés avec des actions plus importantes, ça n'encourage pas la prévention parce que les gens cachent les accidents. Il y a des victimes d'accidents qui, au lieu de bénéficier de soins, se font intimider et qui n'arrivent pas. Et ça, c'est des employés qui ont rapporté, tout comme la partie patronale qui a rapporté également. Donc, si vous voulez mettre en place des mesures de récompense dans l'entreprise, que la valeur ne soit pas aussi importante. Sinon, c'est comment je vous suggère, c'est de privilégier la reconnaissance. Vous pouvez, par exemple, à la fin du mois, dire, ben, nous avons remarqué que tel employé s'est démarqué, nous allons donner un certificat leadership. Monsieur, madame, vous vous êtes fait remarquer cette année, voici ce que nous vous attribuons, soit un certificat de reconnaissance pour votre leadership. Ça, c'est des signes qui peuvent aider les gens à rester motivés et à pouvoir continuer pour multiplier les efforts afin de maintenir la prévention dans les temps. Dernière condition, non de moindre, tous les 4 premiers que j'avais mentionnés, les 4 premières conditions, soient internes. Les actions, comme la politique québécoise en matière de santé, ce que le travail les préconise, que la prise en charge vienne d'abord du milieu,
Donc, les 4 premières actions consistent à mettre l'accent sur la contribution des employés et des dirigeants. Donc, c'est une contribution plus interne. Dans les cas où vous arrivez à rencontrer des problématiques ou bien vous voulez de nouvelles informations, bénéficier de nouvelles pratiques, bien, vous pouvez recourir à des intervenants externes. Et que font ces intervenants externes? C'est des gens qui peuvent vous assister, soit en réalisant des audits, soit par la formation, soit vous pouvez tout simplement, si vous avez une difficulté, comme il y en a dans chaque entreprise, vous pouvez appeler le poste de garde de la CNSST, un inspecteur qui peut répondre à vos préoccupations. Ou ce qui arrive aussi, c'est de recourir aux préventionnistes de votre mutuelle. Donc, on peut aller au-delà de nos actions internes. Une fois qu'on n'a pas de solution, on peut rechercher l'expertise à l'extérieur pour se faire appuyer, pour avancer dans notre démarche. Et l'avantage d'avoir des intervenants externes, c'est des gens qui viennent vous aider et parfois, ils vont vous aider à regarder vos angles morts. C'est des points que vous n'avez pas peut-être fait attention, mais avec un regard neuf, qui vient à l'extérieur, ça vous donne une autre perspective. Et dans ce cas, vous pouvez maintenir votre démarche et améliorer votre démarche pour pouvoir progresser. Donc, les 5 conditions, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons dit que c'est possible de les mettre en place dans une entreprise qui veut mener ou qui veut s'engager dans une démarche pour maintenir sa prévention dans la durée. Donc, nous avons proposé un plan d'accompagnement des entreprises en 4 étapes qui reprend les principales conditions qu'on a mentionnées, mais qu'il arrive à les définir dans les temps. Donc, sur une période d'une année, la première phase serait d'abord pour une entreprise qui veut mieux progresser, de faire un état des lieux, c'est-à-dire poser un diagnostic pour dire quelle est notre situation de prise en charge actuellement, quels sont nos points forts, quels sont les points qu'on peut améliorer, et à partir de ces recommandations qui peuvent être faites à l'interne ou par des personnes externes à l'entreprise, ça va vous aider à définir un plan que moi je qualifie de plan de pérennisation. C'est comment faire pour maintenir le temps d'action dans les temps. Donc, une fois que vous avez établi votre plan, vous pouvez le faire à la phase 2, donc planifier ces actions, et la phase 3 qui est axée sur la formation concernant les défis. Donc, s'il y a des défis majeurs qui ressortent, il faut travailler dessus parce que du moment où vous déployez votre phase à l'étape 1, vous connaissez vos points forts. Phase 2, vous avez planifié votre plan de pérennisation. Phase 3, c'est de miser plus sur comment, en tant qu'entreprise, on va résoudre tous ces problèmes, tous ces défis qu'on a rencontrés. Et la phase 3, c'est la phase de l'accompagnement. Donc, de manière plus claire et explicite, l'étape première, c'est de miser plus sur l'engagement des dirigeants. L'étape 2, c'est d'agir plus pour pouvoir impliquer les employés dans les processus de pérennisation. L'étape 3, c'est de miser plus sur le dialogue pour résoudre les problèmes que vous avez constatés, donc à l'interne. Et l'étape 4, maintenant, vous pouvez solliciter les gens à l'extérieur pour vous aider à appuyer ces plans. Donc, il y a 2 options. Soit ça fait partie de l'interne, soit ça peut venir de l'externe, de l'extérieur de l'entreprise. En conclusion, qu'est-ce que j'avais partagé avec vous aujourd'hui? Et si vous vous souvenez du résumé de la conférence, on dit pourquoi pérenniser? Parce qu'il y a encore des défis, il y a encore des enjeux et il y a des avantages ou des bénéfices, comme j'avais mentionné tantôt dans ma présentation, pour vous inviter à vous engager dans la prévention. Deuxièmement, nous avons proposé une stratégie qui est une combinaison des 5 conditions. Donc, je rappelle l'engagement des dirigeants, la participation des employés, les dialogues. Quatrièmement, nous avons une condition non des moindres concernant les mesures incitatives. Et cinquièmement, vous pouvez recourir aux personnes externes, donc aux intervenants externes pour vous appuyer. Et finalement, il est possible de mettre en place un plan de pérennisation à 4 étapes sur 12 mois et tout dépendra des besoins de l'entreprise. Merci de votre attention. S'il y a des questions, des commentaires, je peux encore réagir avec vous. Oui, on avait une question dans le chat. On mentionne le télétravail a changé de lieu de travail. Ben, en étant en télétravail, est-ce que s'il arrive un accident à la maison, est-ce que c'est couvert? Ça, c'est le défi et l'actualité du moment où le lieu de travail, la maison est devenue le travail, effectivement.
Mais comme bien avant la situation de COVID, de la pandémie ou du télétravail très avancé, oui, il peut y avoir accident de trajet. Mais là, on a déplacé notre lieu de travail à la maison. Vous démontrez effectivement que l'accident a eu lieu lorsque vous effectuez le travail confié par votre direction, par votre entreprise, on peut bien le confirmer. Mais là, c'est des cas qui laissent sujet à des discussions très ouvertes parfois aussi, parce qu'on ne peut pas dire à monsieur, madame, ben, je vous envoie à la maison et débrouillez-vous, si quelque chose arrive, ce n'est pas de ma faute. Non, ça ne se fait pas. OK? Et il y a des entreprises qui ont mis en place des mesures d'accompagnement. Ils ont déplacé, par exemple, les mobiliers du bureau pour les amener à la maison, pour mettre les employés dans des conditions plus propices pour qu'ils soient plus productifs. Donc, le télétravail a des inconvénients, a des avantages aussi, pour le prendre en compte, mais c'est des situations qui sont traitées avec minutie. Donc, je ne sais pas Il y a si... d'autres questions. Oui. De toute façon, si les gens n'ont pas de questions présentement, ils peuvent toujours nous écrire et puis on peut toujours vous les communiquer à vous. Ça vous va? OK. Parfait. Vous Donc, avez mes contacts, n'hésitez pas à les partager. Je oui, serai disponible pour répondre avec plaisir. parfait. On vous remercie beaucoup pour cette présentation. Moi, je vous remercie. Comme on voit, la santé et sécurité, c'est un défi de tous les jours, malgré le temps, les années qui passent. C'est toujours un sujet qui est d'actualité. Et puis, moi, je pense qu'en pénurie de main-d'œuvre, il faut faire encore plus attention à nos employés. Donc, c'est important de, de respecter les règles de santé et sécurité. Et puis, je voudrais remercier aussi nos partenaires qui, sans eux, bien, on n'aurait peut-être pas l'occasion de faire cette présentation. On a les CPA de l'Estrie, le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, Desjardins Entreprises, MNP, Promutuelle Assurance, le régime d'assurance collective des chambres de commerce, Sherbrooke Innopol et l'Université de Sherbrooke. Ne manquez pas notre prochaine activité qui est démasquer les relations en entreprise mardi prochain. Donc, il y a encore de la place pour vous faire votre inscription sur le lien sur la Chambre de commerce dans le lien des activités. Donc, merci, M. Nunjalou. Et puis, si on a des questions, on va vous les faire parvenir. Merci beaucoup pour Merci. cette opportunité. Et puis à la prochaine. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.